Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez à l'instant le jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Fatou Sow Sarr. Bonjour. Bonjour, Mamadou. Sociologue, chercheuse, qu'on ne présente plus, directrice du laboratoire genre et recherche scientifique de l'IFAN, Cheikh Anta Diop, présidente du caucus des femmes leaders du Sénégal. Les femmes sont-elles à la bonne place? Du moins, sont-elles à leur place dans la gestion des affaires de la cité et plus précisément des affaires locales? The right woman at the right place. Ce questionnement pose avant tout la problématique de l'application et de l'applicabilité de la loi sur la parité votée en 2010, loi donc instaurant la parité absolue hommes-femmes dans les institutions électives et semi-électives au Sénégal. Le dépôt des listes pour les élections territoriales prévues le 23 janvier 2022 est justement une bonne occasion pour procéder à l'évaluation de cette loi. À l'avant-garde du combat en faveur de la parité figure le caucus des femmes leaders du Sénégal, dont la présidente est l'invitée de ce jury du dimanche. Fatou Sow Sarr, pour ne pas la nommer, nous faisons de vous la femme de la semaine. Première question, permettez que nous ne commettions pas un crime de lèse-majesté. À tout seigneur, pour ne pas dire à tout Goncourt, tout honneur. La première question est évidemment consacrée à Mohamed Mbougar Sarr. Le jeune écrivain sénégalais de 31 ans vient de remporter le prestigieux prix Goncourt édition 2021 à travers son roman La plus secrète mémoire des hommes. Un prix littéraire français décerné depuis 1903. Comment l'enseignante chercheuse, j'allais dire l'éducatrice que vous êtes, accueille cette nouvelle, cette bonne nouvelle? Merci Mamadou et bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. C'est avec beaucoup de fierté. Je me dis d'abord, à chaque fois qu'un compatriote hisse le drapeau du Sénégal au plus haut sommet, nous devons tous nous en féliciter. Nous avons eu, c'est la bonne année, parce que nous venons d'avoir Bokar Boris Diop, nous avons eu Souleymane Bachir Diagne, nous en avons eu Felwine un peu avant. Donc je crois que ça montre aujourd'hui où tout le monde désespère de l'expertise, du niveau d'éducation, qu'il en sorte des Sénégalais qui arrivent au niveau international à porter très loin le nom de ces pays dans la trajectoire de ce que les Senghor ont fait. Je crois que tous les Sénégalais devraient en être fiers. Et deuxième élément, c'est un jeune. Donc au moment où la jeunesse est totalement désespérée, c'est quelqu'un qui constitue un modèle, à mon avis, pour les autres, pour leur dire que par l'effort, on peut acquérir le savoir. Évidemment, c'est un écrivain. Et l'écrivain prend des libertés. L'écrivain, c'est quelqu'un qui fait voyager son esprit. Ce qu'il faut simplement regretter, c'est tout le tollé qu'il y a eu derrière cette nouvelle, de tout de suite, une entreprise de destruction de l'image de ce jeune homme, qui a encore montré beaucoup de maturité, parce qu'il a répondu à ses détracteurs en prenant de la hauteur et en décidant d'avancer. Je ne peux pas me prononcer sur l'ouvrage puisque je ne l'ai pas vu. Mais c'est ce qu'il a pu faire, la portée symbolique de ce qu'il a réussi. À mon avis, c'est tout simplement magnifique et chacun devrait être fier de cela et lui souhaiter de continuer. Pourquoi on lui a donné ce prix? Parce qu'il est ceci. Je crois que ça, ce sont des supputations qui ont une entreprise de destruction, d'autodestruction que les Sénégalais ont l'habitude de se faire entre eux. Il a réagi, il distribue même des interviews, c'est normal, il est quand même prix Goncourt. Il a réagi chez nous, à Imedia. Je retiens quelques petites phrases de lui. Je suis heureux de cette lumière. Ce n'est pas une faveur qu'on a faite à un auteur africain.
un autre confrère qui dit un Goncourt drôle et cérébral. Des critiques pleuvent également, en faisant référence à son avant-dernier ouvrage, publié en 2018, De purs hommes qui traitent de l'homosexualité. Peut-on féliciter Mbougar ici et le brûler ailleurs? Moi, je me dis que comme intellectuel d'abord, on ne réagit pas dans l'émotion. Aujourd'hui, il y a un contexte où toucher à l'homosexualité prend une tournure particulière dans ce pays, où les gens ne font pas la différence. Et il y a, à mon avis, tout un mouvement qui est là, de défense des valeurs, qui a sa légitimité aussi dans sa façon de faire. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas parce que la société doit conserver ses valeurs qu'on ne doit pas parler des questions qui sont des questions humaines, tout simplement. Et c'est là où le romancier a la liberté, seul face à sa feuille, de donner libre cours à son imagination. Encore que, moi je ne l'ai pas lu, mais on nous dit qu'il n'a fait que décrire une société telle qu'il l'a perçue ou telle qu'il l'a sentie. En disant que l'homosexualité a toujours existé chez nous. Tout le monde, dans le monde entier, l'homosexualité a toujours existé. Mais je dis, c'est faire la différence entre... Il faut d'abord lire cet homme. Oui. Et également éviter peut-être la confusion, parce que le roman qui a été primé, c'est La plus secrète mémoire des hommes, et Des purs hommes a été publié il y a presque 3 ans, 4 ans de cela. Donc, je crois qu'il y a une entreprise de destruction, et ce n'est pas bon pour ce pays. Nous devons magnifier les perles rares que nous avons. Maintenant, comme vous dites, personne n'a lu ce roman, beaucoup ne l'ont pas lu. Et maintenant, tout le monde se met... Moi, par honnêteté intellectuelle, je ne peux pas me prononcer sur le contenu d'un ouvrage que je ne connais pas. Mais je dis sur le principe, avoir amené notre pays à ce sommet-là, nous devons tous nous en féliciter, nous devons tous en être fiers, parce que ce n'est pas souvent que cela arrive. Et ce garçon, à mon avis, mérite mieux que cela. Mais quoi qu'il en soit, je salue sa maturité. Parce qu'au moins, j'ai vu une vidéo dans laquelle il dit que par rapport à ses détracteurs, il a pris de la hauteur et il avance. Donc, ça aussi, c'est important. Alors, vous gérez ou vous dirigez le laboratoire genre. La question genre, elle est chargée. Beaucoup de gens ont une compréhension parfois, peut-être juste ou en tout cas parfois erronée. Comment aborder la question genre et plus précisément la question homosexualité dans un pays qui en fait un sujet tabou, mais qui ne nie pas l'existence de l'homosexualité, mais dans un pays aussi où parfois, au plus haut sommet de l'État, le président est interpellé. On a suivi la visite de Barack Obama il y a quelques années, qui a évoqué la question devant le président Macky Sall, qui lui a servi la réponse que tout le monde sait. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau l'a également abordé. Comment finalement aborder la question de l'homosexualité en nous éclairant sur le genre? Voilà, très bien, Mamoudou. Je viens d'une formation avec des jeunes où c'est cette question que j'abordais. J'ai créé le laboratoire genre et recherche scientifique en 2004 et en 2007, j'ai créé mon institut qui s'appelle l'Institut du genre et de la famille. Et il y a quelques semaines, dans le cadre de l'étude sur la famille que j'ai fait, dans la démarche, nous avons fait des ateliers avec les acteurs de la famille pour recueillir leurs préoccupations pour améliorer nos outils de collecte. Et j'ai invité les religieux à travers l'institution qui s'appelle le cadre unitaire de l'islam, dont je suis la trésorière, qui regroupe l'ensemble des familles religieuses de ce pays et toutes les autres branches, que ce soit les chiites, les wahhabites, les Ibadur Rahman, etc., les Ahlul Sunna, etc. Nous avons toutes les compositions, qui est un espace assez heureux. Et quand j'ai présenté l'étude, ils étaient tous très contents de cela. Mais un m'a dit, oui, moi, il y a une chose qui me dit, ça s'appelle Institut du genre et famille, ce concept de genre. Et de manière très pédagogique, je leur ai expliqué que le genre est un concept scientifique. Dans l'espace scientifique, on ne renonce pas à la science parce que simplement, il y a un moment, c'est une mode aujourd'hui de dire de détruire le genre aujourd'hui au Sénégal, le concept. Je le dis, c'est un concept scientifique qui a la même portée aujourd'hui pour moi, aussi puissant que le concept de classe sociale, qui est un concept marxiste.
Aucun Sénégalais ne veut plus être marxiste dans sa dimension politique, mais le matérialisme historique de Karl Marx, le concept de classe sociale, aucun spécialiste des sciences sociales ne peut s'en passer aujourd'hui. Le genre nous a donné une clé de lecture pour démontrer que le sexe masculin-féminin, c'est une réalité biologique immuable qu'on ne peut pas changer. Par contre, le rôle qu'on a en tant qu'homme ou femme, ça change selon les cultures et les sociétés. Et souvent, quand je suis dans les hôtels, j'expliquais à ces personnes que le serveur qui nous a servi ou le cuisinier de cet hôtel, il vient de Médina Gounass, ici dans la banlieue. Là-bas, il ne veut même pas toucher le fourneau parce qu'il est le chef de famille. Mais à l'hôtel, il accepte très bien d'être le cuisinier. Ça veut dire qu'être cuisinier n'est pas un rôle féminin. C'est simplement la société qui décide de dire que telle la répartition des tâches. Et ça change avec le temps, avec l'histoire. L'Arabie Saoudite, il y a quelques années, refusait que les femmes conduisent des voitures. Aujourd'hui, ils l'ont accepté. Le genre est un concept qui nous donne une clé de lecture de la société. Et je dis un concept aussi puissant que le concept de classe sociale. Et je disais, c'est même l'horizon indépassable de notre époque en matière d'analyse de la société, comme l'avait dit Jean-Paul Sartre sur le concept, sur le marxisme. Maintenant, j'ai expliqué d'où ça venait. Ce ne sont pas les féministes qui ont sorti le concept du genre. Ce sont des anthropologues, Margaret Mead, qui dans les années 30 est allée en Nouvelle-Guinée-Papouasie, a vu que les hommes s'occupaient des bébés, les longer. Et elle a dit, ça n'existe pas dans ma société. Elle a sorti le concept de social role, rôle social. Et c'est ça qui va donner, on ne naît pas femme, on devient femme, que Simone de Beauvoir a emprunté. Mais c'est le travail de l'anthropologie qui l'a sorti. Mais l'anthropologue ne travaillait pas sur les questions de sexualité, il travaille sur les rôles. Maintenant, qui a inventé le concept de genre? C'est John Money de l'Université de Californie qui a dit, qui a parlé qui a pris le concept de social role pour inventer gender role. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème de deux jumeaux qu'on appelle John Joan, qui ont eu des problèmes de prépuce et on a commencé à leur faire la circoncision. Malheureusement, ça a raté pour l'un. Et les parents sont allés voir John Money qui à l'époque travaillait sur l'hermaphrodisme. Il leur a dit, c'est pas un problème, on n'est pas femme, on devient femme, on va faire de David Remer une femme, lui donner des hormones, pousser les cheveux, les seins, et après on lui fera un appareil génital. Malheureusement, ça n'a jamais marché. Mais pendant 14 ans, il a sorti des publications scientifiques dans les revues les plus importantes des États-Unis pour parler de sa réussite. Je me donne juste une minute pour t'expliquer ça. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et David Remer est mort en 2004. Il s'est suicidé au Canada en disant que tout ce que John Money disait était faux. Mais malheureusement, toutes les théories d'orientation sexuelle sont basées sur les théories de John Money. C'est ça que j'ai fait dans un article pour le dire, genre et LGBT, un mensonge scientifique. On arrive un autre à l'université Johns Hopkins, Robert Stoller, lui qui travaille sur les transsexuels. Au moment où le gouvernement McCarthy, vous savez bien que les Américains, les républicains sont des conservateurs, combattaient pour chasser les homosexuels, pour les chasser du gouvernement fédéral. Et les transsexuels ont voulu se démarquer. Et c'est là où Robert Stoller sort le concept de gender identity. Donc ce sont les psychanalystes qui ont sorti ces concepts. Mais les féministes, eux, pour une démarche normative et les féministes pour une démarche critique. Maintenant, la France, en 1989, bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme, les féministes américaines critiquent la France en lui disant que la Déclaration des droits de l'homme excluait les femmes. Et entre parenthèses, les Noirs aussi. Et à partir de ce moment, il y a entre intellectuelles françaises et américaines, il y a un duel et les Elisabeth Badinter prennent le flambeau de l'antiféminisme américain. Et bien, en 1997, la société française, dans sa décomposition totale, arrive François Hollande qui reprend le concept de genre, mais pour régler les problèmes des homosexualités. Et voilà, donc je pourrais continuer, mais pour vous dire que ce sont sur des questions idéologiques qu'il y a des problèmes, mais la dimension scientifique du genre demeure de la science. Maintenant, l'utilisation politique, comme l'ont fait les Français, qui pendant longtemps ont refusé le concept de genre, raison pour laquelle il a fallu que j'arrive à l'université Cheikh Anta Diop pour que le genre soit officiellement enseigné. Donc on était en retard de dizaines et de dizaines d'années. Maintenant, quand on retourne ici, pour l'universitaire, la science, c'est la science.
Les histoires maintenant idéologiques ou politiques, ce sont des parenthèses qui, à un moment, disparaîtront. Très bien. La preuve, je suis très contente qu'un de mes étudiants, anciens étudiants, Abdoulaye Cissé, quand Youm a sorti les passeports pour dire enlever sexe féminin, masculin pour mettre genre, c'est mon étudiant qui a pris sa plume pour lui dire vous avez faux, le genre ne veut pas dire cela. Le genre, l'homme et la femme, c'est deux sexes différents. Le genre, c'est juste l'analyse de l'interrelation entre les hommes et les femmes. C'est un outil d'analyse. Maintenant, voilà la question aujourd'hui au Sénégal. Nous allons la dépasser. Justement, oui, pour la sociologue, parce que vous avez parlé de François Hollande qui a légalisé le mariage homosexuel en France. On sait aussi que c'est une lourde tendance aujourd'hui dans le monde, même s'il y a de fortes résistances. C'est pour ça que je disais, comment aborder le sujet homosexualité dans un pays qui s'appelle le Sénégal, mais qui sait aussi que derrière, il y a toute une campagne qui œuvre pour la légalisation du mariage homosexuel, qui signifie quoi? Que deux personnes de même sexe peuvent se marier, que les enfants, je ne sais pas à quoi cela renvoie, mais au lieu de père, on dit premier parent, on dit deuxième parent, mais voilà, comment aborder un tel sujet chez nous? Nous avons pris position sur ça depuis fort longtemps. Oui. Vous savez, quand on faisait ici la conférence, le sommet de la francophonie, Amidou Kassé est venu dans mon bureau à l'IFAN pour me dire leur inquiétude parce qu'ils ont peur qu'on ramène ici les questions d'homosexualité. Le titre, Femmes et jeunes acteurs de paix et agents de développement et vecteurs de paix, c'est sorti de notre laboratoire, même si après on nous a écartés. C'est nous qui avons donné ce sujet-là, en leur disant, n'ayez pas peur de ça, nous pouvons affronter les Occidentaux. Parce que c'est des questions conceptuelles, théoriques et universitaires, mais laissez l'université prendre ses responsabilités, on va leur répondre, ça ne sert à rien de fuir ce débat. Et en 2019, nous avons fait campagne, quel président pour la famille sénégalaise? Et nous avons écrit pour le dire, le monde est ouvert à des familles hétérosexuelles, homosexuelles, lesbiennes, etc. Il faut que le Sénégal sache qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il ne veut pas. Et nous avons invité à ce débat-là. Oui. Et que nous ne pouvons pas le fuir indéfiniment. Et donc, en acceptant le mariage homosexuel? Non, nous avons commencé par définir ce que c'est que la famille. Oui. La théorie de Lévi-Strauss. Oui. La famille, c'est un père et une mère nés dans l'acte du mariage, etc. Oui. Donc, nous avons pris position, nous ne sommes pas, je suis contre cette position-là. Mais nous devons discuter avec les Sénégalais, expliquer, parce que en anthropologie, on te dit que toute société est faite d'interdits. Oui. Et la première chose qui nous distingue des sociétés animales, c'est l'interdiction de l'inceste. Donc, une société a le choix, le droit d'avoir son projet de société. Et c'est pourquoi nous avons invité l'ensemble des 5 candidats à la présidentielle. Nous avons sorti un document, une brochure, pour leur expliquer, pour leur dire ça va venir, il faut qu'on anticipe et qu'on en parle. Heureusement, par la suite, on a rencontré le président de la République. Il a compris ce qu'on était en train de dire. Et c'est là où, d'ailleurs, je viens d'une formation des agents qui devront aller sur le terrain, c'est ce qui m'a retardé. Très bien. Nous devons travailler, on est en train d'étudier l'évolution des familles sénégalaises de la période précoloniale à aujourd'hui pour pouvoir aider l'État à dégager un projet de société sur la famille sénégalaise, fondé sur nos valeurs, fondé sur nos traditions. Donc, on n'a pas... En excluant le mariage homosexuel. Absolument. Absolument. Ça, je ne vois pas comment, par rapport à toutes nos trajectoires, à notre histoire, à nos cultures, nous pouvons... Nous disons aux Français d'ailleurs, aux Suisses, etc., nous allons dans les conférences internationales. Mais si la nature était uniforme, il n'y aurait pas... L'espèce humaine disparaîtrait. Et quoi qu'il en soit, une société doit définir son projet et avoir le courage de le défendre. Je ne vois pas pourquoi les Sénégalais devraient accepter ce que les Français ou les Américains accepteraient de faire. Sur ce plan-là, nous avons les arguments théoriques pour faire face à eux et pour leur dire, c'est pourquoi j'ai fait l'article pour leur dire, genre et LGBT, c'est un mensonge scientifique. Donc il y a une manipulation politique autour de cela. Malheureusement, les gens ils se limitent à des mots et chacun l'utilise comme un slogan. Mais il faut quand même faire confiance au savoir. Il faut faire confiance à l'université qui travaille avec toute la distance nécessaire et qui travaille pour le progrès de notre société. On va y aller très vite. On va quand même revenir sur Mbougar Sarr et on abordera tout à l'heure le gros thème de cette émission, l'autre gros thème de cette émission, les femmes et la gestion des affaires de la cité. Avant Mbougar Sarr, il y a quelques jours et semaines, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est Boubacar Boris Diop, Souleymane Bachir Diagne et puis bien avant Felwine Sarr.
qui sont primés. Mais dans le domaine du cinéma, les prix internationaux sont aussi décernés à des réalisateurs sénégalais. On assiste à beaucoup de création et de créativité. Les séries sénégalaises. Devrait-on parler enfin de la renaissance de la culture au pays de Léopold Sédar Senghor et de Cheikh Anta Diop? Je ne dirais pas la renaissance de la culture, c'est-à-dire une affirmation des intellectuels. Parce que pour parler de la culture, moi je dois retourner à ma culture. Et ce n'est pas forcément tous les écrivains, ce qu'ils disent, renvoient au fondement de ma culture. Mais je magnifie l'intelligence, le développement du mouvement intellectuel, c'est la renaissance peut-être du mouvement intellectuel, mais pas forcément de notre culture. Il faut aller beaucoup plus loin et creuser pour parler de renaissance d'une culture. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Aujourd'hui, moi, je travaille dans un groupe qui s'appelle Tiosan Sénégal. Alors, donc, on est là en train d'analyser tous nos anciens royaumes, comment c'était constitué, qu'est-ce qu'ils nous ont donné, pour essayer de revoir comment nos institutions actuelles et notre société actuelle peut puiser des éléments fondatrices de cette histoire, et pas simplement en termes de passé, mais parce qu'il est tout à fait présent. On a besoin de retourner à nous-mêmes parce que dans ce monde de plus en plus ouvert, comme disait Senghor, enrichissement et culture, nous ne pourrons survivre si nous n'avons pas un socle sur lequel nous sommes bien assis. Et donc, je crois que c'est le moment plus que jamais de retourner à notre histoire, de revoir notre civilisation parce que nous en avons bel et bien une, et de face à l'autre, c'est parce qu'on se connaît qu'on peut affronter l'autre. Mais sinon, on va aller vers la dérive et d'accepter tout ce qu'on nous donne. Or, nous pensons que nos traditions, nos histoires ont des choses non seulement à apporter. Par exemple, vous êtes en train de me parler des questions de femmes. Je travaille sur le Waalo, 7 siècles et demi, où c'est les femmes qui ont contribué au changement des institutions politiques que nous avons, et c'est les femmes qui ont marqué ce pays-là et qui ont dirigé ce royaume jusqu'à sa fin. Et qu'on ne vienne pas me dire que quand je parle d'égalité homme-femme, la France n'est pas mon histoire. Pour moi, la France est en retard de 90 ans par rapport à mon pays, le Waalo. Parce qu'il l'a vaincu. Il a vaincu un royaume dirigé par une femme et il lui a fallu 90 ans pour donner le droit de vote aux femmes. Donc c'est la parenthèse coloniale qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui oblige ce pays à avoir 98% de ses mairies, municipalités dirigées par des hommes. La transition est toute trouvée. Jury du dimanche, Fatou Sousa. Oui, vous dites que on est à 98% des municipalités qui dirigent. Et je dis, ce n'est pas notre histoire, ce n'est pas l'histoire de Yacine Boubou, qui au Kayor a mis au pouvoir et son mari, et son fils, et le fils de son mari. 3 hommes. Ce n'est pas l'histoire de Waalo, où Diarmbourguel a travaillé avec son frère pour contrôler le pouvoir, où sa demi-sœur Aram Bakar a mis au pouvoir 3 de ses fils, Yerim Banik, Ndiak Aram et Natogo Aram, où elle a créé une véritable diplomatie qui a fait que le Waalo est lié par le sang au Fouta, avec ses enfants mariés Abdou Khadre, avec la révolution Torodo, où elle a engendré le bourg Saloum, le bourg Sine plutôt, le bourg Koumodofène, où elle a fait des liens avec le Kayor et le Bawol, et qui a contribué par la vision de cette femme à construire un espace d'unité nationale. Parce que je dis qu'on était vers la construction d'une nation sénégalaise qui a été stoppée par le pouvoir colonial, parce qu'il y avait une identité et des liens de sang qui réunissaient l'ensemble de ces royaumes dont on était en train de parler. Et ça, c'était le fait des femmes. Donc, et ces femmes qui ont dirigé, quand tu veux les Djekandang, c'est-à-dire dans le Kayor, les femmes avaient comme des duchesses qui avaient des espaces qui leur étaient propres. Au Foulado, vous avez Fante Canal de Baldé, etc. Donc, on ne parlera pas de la dernière résistante qui est Aline Sitoé Diatta. Donc, les femmes dans ce pays ont tenu l'histoire de ce pays d'un bout à l'autre. Et on vient nous dire que oui, c'est notre culture, c'est notre tradition. C'est faux. Mais justement, c'est la parenthèse coloniale, c'est l'aliénation coloniale qui nous a mis dans cette situation-là. Et les hommes sont aliénés parce qu'ils ont oublié leur histoire et leur culture. Aujourd'hui, on parle des investitures pour ces élections territoriales prévues le 23 janvier 2022. Est-ce que le compte est bon pour les femmes? Le compte ne peut pas être bon. Mais nous, en universitaires et en chercheurs, quand nous avons dit 10%, il y a d'autres qui se sont levés pour réclamer 50%. Je vais dire entre parenthèses que c'est le laboratoire JAR qui a théorisé la parité.
Ce n'est pas le laboratoire JAR qui s'est mobilisé pour la parité, mais c'est le laboratoire qui a théorisé pour déjouer toutes les critiques qu'on devait nous faire, et c'est adossé à cela qu'on a pu avancer. De la même manière, les 10%, nous ne l'avons pas dit comme un slogan. C'est que nous avons fait une cartographie des communes. Sur les 557, les 2 tiers sont des communes rurales, c'est des villages. Or, notre histoire est telle que dans les villages, il est difficile qu'une femme se lève pour dire qu'elle va être mère. Il y en a, mais ça va être très peu. À partir de ce moment, l'espace, les communes sur lesquelles on pouvait traduire, c'était réduit. Nous avons dit une cible, on était 2,5%. On a dit qu'il faut doubler ce chiffre-là. Tendons vers 10% pour réclamer cela. Et ça fait longtemps que j'ai compris que la question de revendication de droits ne nous amène nulle part. Et je dis que c'est une stratégie de conquête de pouvoir qu'il faut mettre en place. Dans la stratégie, il y a des moments d'affrontement, il y a des moments de négociation. Le délai était court. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était aller parler et faire le plaidoyer avec les leaders politiques. Aujourd'hui, je suis en train de faire le décompte. Bon, on aura nos 10% d'investiture. Oui. Oui. On aura plus pour le conseil départemental. Donc, nous sommes allés vers eux pour leur expliquer. Ils étaient tous scandalisés quand on leur donnait le chiffre de 2%. Ils nous disent tous que c'est très faible. Mais nous en tirons aussi des leçons. La leçon est que le système, simplement, c'est les chefs qui sont récompensés. C'est un système de tontine en réalité, la politique ici. Ils se mettent ensemble pour se répartir les choses, mais vous pouvez être un parti avec 2 ou 4 ou 5 personnes, mais en fait, c'est vous qu'on regardera. Et nous avons demandé aux femmes d'aller massivement créer des partis politiques pour être comme stratégie, pour pouvoir être dans l'espace de négociation. Donc nous faisons de la recherche-action. Ce travail que nous faisons ici, c'est ce que nous faisons à RDC et c'est ce que nous faisons aussi en Côte d'Ivoire, parce que nous dirigeons un programme qui s'appelle WPP, Women Political Participation, où nous travaillons sur le leadership, parce que nous avons fait l'évaluation de la parité. La parité, elle est appliquée dans le scrutin de liste, parce que nul ne peut présenter une liste qui n'est pas paritaire, alternée. Mais le scrutin uninominal, la loi ne peut pas régler ça pour le moment. C'est le cas des élections. Par exemple, voilà, c'est le cas, parce que ce que vous pouvez faire, c'est développer, dégager des stratégies, et nous avons compris qu'il faut asseoir le leadership des femmes dans les partis. Parce que même les postes administratifs aujourd'hui sont liés à votre position politique. Alors, puisque le pays tourne vers ça, si les femmes veulent davantage être présentes, parce que nous faisons le relevé du Conseil des ministres depuis 2010, c'est inacceptable qu'on tourne entre 8 et 13%. On ne va pas me dire qu'il n'y a pas de femmes qualifiées dans ce pays. Mais comme les postes sont liés à la position politique, la seule manière de s'en sortir, c'est que les femmes arrivent massivement en politique, qu'elles investissent et créent leur propre parti politique, et en ce moment, elles seront autour de la table de négociation et pas les seconds des hommes, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais il y a quand même une loi sur la parité qui existe. Oui. Dans les fonctions électives et semi-électives et parité absolue homme-femme. Oui. Mais pourquoi les partis politiques au Sénégal, et pas seulement d'ailleurs, puisqu'on a des listes indépendantes aussi, peinent à respecter la parité? Non, ils respectent la parité. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Oui. La parité sur le scrutin de liste, vous ne pouvez pas aller aux élections si vous ne faites pas une liste paritaire. Comme les élections législatives. Quelles que soient les élections législatives, par exemple. Oui. Pour l'Assemblée nationale, pour les collectivités locales, oui, on a 47% de femmes dans les collectivités locales et 43% à l'Assemblée nationale. C'est une parité de départ et pas d'arrivée. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a quelques départements où il n'y a qu'un seul député. Et si tous ces départements investissent des hommes, c'est ça qui explique l'écart. C'est ça. Quoi qu'il en soit, la parité, pour moi, j'ai toujours dit ça, n'est pas une finalité. C'est un moyen, c'est l'égalité qui est l'objectif non négociable. La parité n'est qu'un moyen, comme d'autres moyens peuvent exister, comme d'autres formes de stratégie peuvent exister. Maintenant, dans les formations en genre, on vous dit qu'il y a la marche par l'escalier. Vous pouvez mettre une brique, une deuxième brique, jusqu'à ce que vous puissiez arriver au sommet. Nous sommes sûrs que ce que nous venons de faire, il y a un déclic énorme, parce que j'ai recensé au moins 150 femmes candidates à la candidature pour être maire. Et cela ne s'est jamais vu. Donc, un mouvement est né. La marche du 24 octobre a permis aussi d'aller de l'avant. Et ce qui est de plus intéressant, des femmes ont été dissidentes. Ont décidé, quand leur parti leur faisait la guerre, de se mettre sous des listes parallèles.
Nous avons par exemple le cas de Koki Coumba Ndiaye, qui a été une maire sortante et qui a eu des résultats probants. Elle a fait l'éclairage, le solaire dans son... On l'a enlevé, mais elle a fait sa liste et elle m'a dit Et je suis très intéressée par des femmes de cette carrure. Ouais. Nous avons Assoussaro à Kédougou, qui a défié son leader, qui est Girassi, qui était la présidente de son mouvement de femmes, mais qui a décidé, elle aussi, d'être désormais maire. Nous en avons des rebelles. Et je dis que c'est fantastique que ce déclic-là soit né, parce que pendant quand même des mois, nous avons fait des émissions sur les plateaux à la 2STV, de plaidoyer, de conscientisation des femmes. Et les choses les plus extraordinaires pour moi, c'est cela. Ça veut dire que la conscience, de prise de conscience des femmes, qu'elles peuvent elles aussi être là, est là. Oui. Et quand le 24 décembre, le 24 octobre, nous avons fait notre marche qui réunissait les femmes de tous les partis politiques. Oui. Et nous avons décidé de les investir toutes à la candidature. Et c'est ça que nous avons fait devant la RTS. Oui. Nous avons investi toutes les femmes. Oui. Mais avant cela, nous avons d'abord investi Hélène Tine sur les antennes. Tous les jours, nous disons qu'elle est maire, on veut qu'elle soit maire de Thiès. Oui. Nous sommes allés voir Sonko pour lui dire nous voulons que Maïmouna Dièye soit investie à la patte d'oie. Et ce jour-là, tous les hommes de PASTEF se sont levés comme un seul bloc pour lui dire oui, notre parti ne fonctionne pas comme ça. Ils ont été surpris de ce groupe de femmes qui viennent de tous les partis et qui viennent leur dire nous, notre candidate, c'est Maïmouna Dièye. Vous avez obtenu gain de cause? Mais Maïmouna est aujourd'hui, bon, je ne dis pas que c'est nous, mais en tout cas, je dis nous l'avons fait, nous l'avons soutenu. Oui. Et maintenant, le 24, nous avons appelé toutes les femmes pour leur mettre leur bandeau symbolique de candidate. Est-ce que vous soutenez aussi Soham El Wardini à Dakar? Oui, Soham El Wardini est venu... Qui n'a pas été retenu par Yewwi Askan Wi, qui a investi Barthélémy Dias. Je vais vous expliquer. Soham Wardini est venu à cette marche, comme tout le monde, comme toutes les femmes que nous avions invitées, qui étaient de l'APR, qui étaient du Parti Socialiste, qui étaient de tous les partis. Et nous l'avons investi comme nous avons investi toutes les femmes. Mais il se trouve qu'il y avait une particularité sur Soham Wardini, c'était la première fois où, depuis l'existence de cette capitale, une femme a été maire. Et une femme qui a été maire, qui a des résultats. C'est ça le plus important pour nous. Comme Coumba Ndiaye a eu des résultats à Koki. Ah oui, mais c'est quand même curieux que sa coalition, elle, ne l'ait pas reconduite pour défendre son bilan. Et vous pensez qu'elle a fait de bons résultats? Elle a fait de bons résultats parce que c'est ce que je dis. Il y a quelque chose de paradoxal. C'est ce que je dis. Oui. Parce qu'ils ont laissé tous les maires à leur poste. Pourquoi elle, on la dégomme? Alors qu'elle est maire. Vous avez posé la question à Yewwi Askan Wi? Non, nous n'avons pas posé la question à Yewwi Askan Wi parce que nous n'avons pas... Mais à Khalifa Sall, nous lui avons dit ce que nous pensons. Oui, et il a dit quoi? Ça, je ne vais pas le dire, ce n'est pas important. Khalifa fait partie des hommes pour qui nous avions beaucoup d'estime. La preuve, quand nous avons lancé le programme WPP, nous avons invité Aminata Mbengue, qui est de pouvoir, Néné Fatoumata Tall, qui est du pouvoir, mais nous avons décidé qu'il fallait aussi qu'il y ait quelqu'un de l'opposition parce que le programme travaille pour tout le monde. C'est Khalifa qui est venu ouvrir nos rencontres à l'hôtel Ndiambour. Donc, Soham El Wardini, vous soutenez sa candidature? Absolument, parce que pourquoi, je vous le dis, c'est le principe que nous souhaitons. Ça aurait été n'importe quelle autre personne, nous aurions eu la même position que pour la première fois, une femme soit maire à Dakar et un bilan dont elle n'a pas à rougir. Nous ne voyons pas pourquoi on ne la conduit pas, alors que toutes les alliances conduisent les maires par le passé. Donc, ce sont pour des raisons politiques qui ne nous regardent pas, qu'ils n'ont pas investi. Soit nous ne rentrons pas dans ce débat, mais nous avons le droit de dire que par rapport à notre projet, de nous battre pour qu'il y ait davantage de femmes à la tête des municipalités, Soham Wardini en fait partie et nous soutenons la candidature de Soham Wardini. Donc, c'est ça. L'histoire. Et puis bon, voilà, donc je ne vois pas pourquoi. Donc ça nous montre, c'est pas seulement elle. Il y a une autre fille qui s'appelle Sophie Faye qui a été investie à Pikine Ouest. Oui. À la dernière minute, on l'a dégommée, on l'a enlevée. C'est-à-dire il y a un machisme des hommes pendant ces investitures. Pour ensuite, c'est pas Khalifa aurait pu choisir Barthélémy, c'est pas notre problème nous. Mais je trouve que ce n'est pas élégant d'attendre la dernière minute pour le lui dire, alors qu'il savait qu'il n'allait pas la prendre, pour ne pas lui donner le temps de s'organiser. Parce que Soham aurait pu s'organiser et avoir une liste personnelle, sans aller se réfugier dans une quelconque liste. Buntubi. Voilà. Elle aurait pu, s'il l'avait dit,
on l'aurait aidé à avoir sa propre liste à elle, massivement. Oui. Donc je dis que c'est ça qui n'est pas élégant dans la démarche de ces hommes lors de ces investitures. Mais je suis très heureuse aussi de voir que les femmes, certaines sont capables de porter la riposte à la hauteur du coup que les hommes sont en train de leur porter. Est-ce qu'on peut vous accuser d'instinct grégaire en disant vous soutenez les femmes partout où elles sont candidates? Ah non, nous soutenons les femmes qui font la preuve de leur capacité. C'est-à-dire, vous savez, quand les gens qui travaillent pour les questions d'égalité hommes-femmes, nous n'avons pas besoin de femmes médiocres. Parce qu'à chaque fois qu'une femme médiocre est mise quelque part, ça va nuire à toutes les femmes. Malheureusement, les hommes choisissent des femmes médiocres pour pouvoir perpétuer leur domination sur les femmes. Et puis, sur ces questions-là, j'aimerais bien qu'on nous donne des critères. Par exemple, quand on nous avait dit l'Assemblée la plus nulle à la 12e législature, nous avons fait notre rôle de chercheur, nous avons dressé le profil et c'était absolument faux. Il y avait plus d'hommes analphabètes à l'Assemblée nationale que de femmes analphabètes proportionnellement. Il y avait 37,5% de femmes entre le bac et le doctorat, ce qui n'était pas le cas des hommes. Donc, qu'on arrête de nous dire, oui, les femmes, etc. Les femmes ont des capacités, les femmes ont de l'expertise autant dans ce pays. Gèrent-elles mieux que les hommes? Elles gèrent mieux que les hommes. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je vous renvoie à une étude du FMI faite en Inde qui montre d'abord que les femmes, au bout de 33% de la corruption diminue de 33% à chaque fois que les femmes gèrent. Quand le FMI et la Banque mondiale gèrent plébiscitent les femmes, c'est des capitalistes. Le capitalisme est basé sur des rapports d'exploitation de race, de classe et de sexe. Donc, ce n'est pas les femmes qui les intéressent, c'est l'efficacité des femmes. Quand nous avons mis nos plateaux de la 2S, nous avons invité la plupart des femmes mères. Elles sont venues défendre leur bilan, qu'est-ce qu'elles ont fait. Et je salue Khoudia Mbaye en passant. Quand elle a trouvé que son conseil municipal voulait s'accaparer des terres, elle a annulé cette décision-là. Ça, seule une femme est capable de le faire. Elles n'ont ni détourné, elles n'ont ni détruit le foncier. Donc, pour le moment, au moins, les quelques femmes mères qu'on a eues ont montré la preuve de ce qu'elles allaient faire. J'aime bien aussi la femme qui s'appelle Yaye Fatou Diagne de Ngathi Naoubé. Ce qu'elle a amené comme cohésion sociale dans sa communauté. Alors, vous voyez, il y a des plus que ces femmes-là apportent. J'aime bien Thérèse Faye, parce que Thérèse Faye, quand on lui disait, au moment où elle venait, on lui dit « Bougouni qui borom long long », j'ai bien aimé cette formule. Et de ces hommes-là qui désormais disent « Nous ne voulons pas d'hommes, nous voulons de toi ». Donc, ces femmes ont fait leur preuve et le Sénégal gagnerait à avoir davantage de femmes à la tête des collectivités locales. Mais aujourd'hui, les hommes se battent pour être à la tête de collectivités locales, mais c'est pour détourner les fonds, c'est pour détourner les ressources. Tous les scandales que vous avez entendus dans ce pays au niveau des collectivités locales, ça vient de qui? C'est des hommes, ce n'est pas des femmes. Le foncier. Donc, est-ce que nous voulons développer ce pays ou est-ce que nous voulons juste des prébendes pour X ou Y? Moi, je ne crois à aucun de ces partis. Mais je crois que si j'ai un amour pour mon pays, si j'ai une conviction qu'on doit développer ce pays, cherchons le meilleur profil. Et pour le moment, le meilleur profil se trouve chez les femmes, parce que ce n'est pas parce qu'elles sont de sexe féminin qu'elles sont meilleures. C'est le mode de socialisation qui leur interdit de poser certains actes qui font à l'encontre des intérêts de la communauté. Donc, le pays a intérêt à mettre les femmes à la tête des collectivités locales. Parole de femme, parole très forte de femme. Jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, invité Fatou Sow Sarr, présidente du caucus des femmes leaders du Sénégal. Alors, je vais quand même vous challenger sur les identités remarquables féminines. Madame Aïssata Tall Sall qui renonce à se présenter à nouveau à Podor. Aminata Touré, qui a également été candidate lors des locales passées à Dakar, même si elle n'a pas gagné. Et bien d'autres, je cite juste ces deux-là, mais on ne les a pas sentis se révolter, dire non, taper du poing sur la table. Aïssata a pris une position très élégante en décidant de se retirer au bout de tout ce processus de confrontation avec son challenger. Aïssata, en 2014, je me trouvais à Sao Tomé. Dans le plus dur moment de ces batailles, je n'ai pas résisté. J'ai écrit un article pour dire la nouvelle résistante féminine. Pour moi, Aïssata était la candidate naturelle pour 2024. Parce qu'elle était dans une trajectoire qui fatalement devait l'amener à cela. Elle a changé dans son parcours
On ne sait pas, ce sont ses choix, c'est sa liberté. Vous le regrettez et aujourd'hui? Effectivement, absolument, parce que les gens avaient beaucoup investi émotionnellement, affectivement, parce qu'elle présentait, à mon avis, en matière de capacité, d'image, c'était Aïssata. Maintenant, le destin en a décidé autrement. Le choix politique, il faut décider autrement. Oui, le choix politique, le destin. C'est vrai, il y a le destin qui existe aussi. Le choix politique, quand même. Maintenant, elle a été très élégante face à Racine, parce que Racine a tellement guetté. Racine Sy a tellement guetté ce moment et qu'elle lui dit, ben oui, allez-y, et puis je vous aiderai de toute façon. Aminata Touré. Donc ça, c'est le parcours que je peux dire de Aïssata. Aminata Touré, parce que Madame Aïda Mbodj, qu'on trouve un peu moins mordante aussi, non? Bon, mais vous savez, les femmes qui sont capables sont nombreuses. Bon, il y a des figures plus remarquées, tout simplement, dans ce pays. Mais maintenant, il va falloir regarder et analyser pourquoi elles sont là. Je n'ai pas les éléments explicatifs pour le faire. Elles font des choix. Elles font des choix qui sont liés à leur projet, à leur perspective. Bon, parfois, c'est des choix gagnants ou des choix perdants. Mais y a-t-il selon vous un cas Aminata Touré? Ben moi, je ne sais pas s'il y a un cas Aminata Touré, parce que je n'ai pas elle est dans un parti, elle a fait ses choix avec, elle est dans son parti. Je crois qu'elle se trouve très à l'aise dans son parti. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas qu'est-ce que nous pouvons dire. Une autre question d'ordre sociologique, voire sociétal, parlant toujours de ces élections territoriales, c'est la tendance dans les foyers religieux à imposer des listes uniques. Est-ce qu'il faut faire cette concession à nos chefs religieux? Ça, il faut le poser à ceux qui dirigent ce pays. Vous savez, quand on a fait la loi sur la parité, on m'a appelé un jour pour me dire il faut que vous alliez à Touba, etc. Et Fou Mohamed Mbodj m'appelle pour me dire en fait, ils veulent juste que vous alliez vous confronter, vous affronter, parce qu'ils avaient envie de supprimer la loi sur la parité et ils ont utilisé les religieux pour ça. Et puis moi, je leur ai répondu, nous, on n'est pas les gendarmes de ce pays. On s'est battu pour une loi, c'est à vous de prendre vos responsabilités pour la faire respecter. Alors, donc, il faut interpeller les autorités de ce pays pour quelles sont leurs ambitions, quels sont leurs courages, et qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous, par la suite, nous avons été invités à Touba avec Cheikh Abdoul Gaïndé Fatma, toutes les nuits de Laylatul Qadri. On s'est expliqué, c'est des intellectuels. Et finalement, on était régulièrement, on y allait avant la Covid, et sa maman, Sokhna Bali, nous avait adoptés. Donc, on s'est expliqué en partant même des sources du Coran, pour dire voilà ce que le Coran dit. Donc, qu'on arrête. C'est-à-dire le problème des femmes sénégalaises aussi, elles n'apprennent pas leur religion, elles ne se cultivent pas par rapport à ce que le texte coranique dit. Et finalement, les hommes se lèvent et attribuent au Coran tout ce qu'ils veulent, comme on attribue à nos traditions tout ce qu'on veut. Et nous, aujourd'hui, en retournant dans nos traditions, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'ils disent n'a rien à voir avec notre culture et avec notre histoire. Mais ici, la question dépasse même les femmes. Ça concerne le Sénégal dans son ensemble. Quand on voit ces listes quand même uniques qui commencent à pousser comme des champignons dans nos foyers religieux, vous avez parlé de Touba, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a Medina Gounass. Là, on vient de parler de Cambérène. À Thiénaba, le Khalif également a manifesté. Est-ce qu'à ce rythme, finalement, alors qu'au Sénégal, on considère que le religieux ne doit pas se mêler des affaires de l'État et vice-versa, est-ce que finalement, on n'assiste pas là à une confusion et peut-être même une dérive demain? Vous savez, les histoires de la parité ont bon dos. C'est des prétextes. En fait, depuis le Code de la famille, Touba n'a jamais accepté d'appliquer le Code de la famille. Donc je crois que vous devriez inviter le président de la République pour aller le voir chez lui, pour qu'il vous dise effectivement quelle est sa position sur ces questions. Moi je me dis, c'est aux hommes qui dirigent ce pays qu'il faut demander est-ce qu'ils sont des républicains ou pas. C'est à eux, en tout cas, ils mettent à nu leur mode de gouvernance, parce que gouverner, ça demande du courage aussi. Et ça demande une vision aussi pour consolider l'unité nationale. Mais on voit les partis politiques accepter ces listes uniques, justement, qui font souvent consensus. Mais voilà, c'est pourquoi je dis ces hommes politiques n'ont pas d'ambition pour ce pays.
Ils n'ont d'ambition que pour eux-mêmes, rester au pouvoir ou conquérir le pouvoir. D'ailleurs, si vous le voulez, qu'est-ce qui les différencie? Bouquet, Samba Ndiour, etc., c'est les mêmes. On a une démocratie des hommes et une démocratie des partis au Sénégal. Il n'y a pas une démocratie, je ne crois pas. Vous savez, j'étais en train de vous le raconter. Le premier article que j'ai écrit quand je revenais du Canada en 99 dans Le Matin avec Mamles Camara, c'était la trajectoire inachevée des Sénégalais, de l'esprit clanique et tribal à la République. Et je disais, tout nous sépare de la République. Il va falloir qu'on s'asseye et qu'on dise qu'est-ce qu'on veut. Si on veut de quelle démocratie voulons-nous? Quelle république voulons-nous? On ne veut absolument rien. Ce qui se passe dans ce pays, il n'y a ni idéologie, ni philosophie pour le futur. Il y a juste des gens qui se battent pour rester au pouvoir et d'autres qui se battent pour prendre le pouvoir. C'est l'analyse que je fais. Je ne vois pas qu'est-ce qui les différencie les uns des autres. Quel est le projet et l'ambition qu'ils ont pour ce pays, pour son devenir, pour la construction de la cohésion nationale? Je ne le vois pas. Le constat qu'on fait, c'est que quand les femmes candidatent quand même, elles ne sont pas forcément élues. Et souvent d'ailleurs, elles perdent, elles sont battues. Oui. D'où la question de Fidel Castro-Diémé. Est-ce que vous pensez vraiment que les femmes vous suivent dans votre combat pour le leadership féminin au Sénégal? Mais vous voyez d'où on vient. Nous, on fait des études sur le temps. On est venu d'où? Les femmes se sont battues en 1945. Data Yalla Fall et Soukaina Konaré ont arraché le droit de vote à la France. 1947, retourner à Sembène pour voir le rôle qu'elles ont joué dans les luttes pour les indépendances, sur la grève des cheminots. 1958, les porteurs de pancartes, c'est les femmes, je le disais à Mbaye Jacques Diop. Mais les indépendances venues, on les a écartées au nom de la scolarisation française. Maintenant, quand on va voir l'évolution de 1960 aujourd'hui, on a eu des progrès énormes. Est-ce que les femmes suivent? Le problème, c'est que pour être au pouvoir aujourd'hui, c'est les positions dans l'administration qui leur ont donné les moyens de leur politique. C'est la position dans l'administration qui vous donne des ressources financières, détournées ou pas détournées, qui vous donne des voitures, de l'essence, qui vous donne la possibilité de recruter du personnel. C'est ça qui permet aux hommes de se créer une clientèle politique, ce que les femmes n'ont pas aujourd'hui. Je vous ai dit, nomination dans les postes de responsabilité dans ce pays, 13%, ce n'est pas sérieux. Et donc, tant que ça continue de cette manière, c'est les hommes qui auront les moyens, parce que c'est dans l'État ou dans les collectivités. Pourquoi elles se battent pour être maires? Ce n'est pas pour construire les collectivités, c'est pour avoir des ressources. La preuve, 90% des budgets des collectivités locales vont dans les ressources humaines, vont dans le fonctionnement. Ça ne va pas dans l'investissement, ça ne va pas dans l'intérêt des populations. Donc, on connaît les causes, on est en train de travailler sur cela, on sait que ça va prendre du temps, mais on est confiant, on y arrivera. Donc, mais on n'est pas... le problème, ce n'est pas à l'aune, mais simplement quand on se battait pour la parité. Nous leur avions dit aux femmes, ce n'est pas pour cette génération-là qu'on se bat. Mais il est plus facile d'avoir une loi que d'enlever une loi. D'ailleurs, en 2014, ils ont voulu enlever la loi, ils n'ont pas pu. Mais les générations qui vont venir avec tout ce qu'on est en train de semer, il arrivera un moment où, quand celles-là qu'il faut seront à l'Assemblée nationale, elles trouveront que le travail a été fait. Donc oui, on sait que pour le moment, les élections, c'est une question d'argent. Et malheureusement, les femmes n'ont pas l'argent. C'est le clientélisme. Et quand les Sénégalais seront au bout du rouleau et qu'ils voudront transformer ce pays, forcément, ils iront vers ceux et celles-là qui ont de l'ambition pour le pays et non pas pour eux-mêmes ou pour elles-mêmes. On va parler de l'éducation pour terminer, puisqu'il nous reste 5 minutes dans notre émission. Mais parlons de politique et justice, ou justice et politique. Parfois, on parle d'agenda qui concorde pour éliminer des adversaires. D'autres disent non, le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Barthélémy Diaz, investi par la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar, au détriment de Soham Wardini, que vous soutenez et qui a finalement fait sa liste avec le parti Union Citoyenne Buntubi. Barthélémy Diaz qui doit être jugé par la Cour d'appel de Dakar le 10 novembre, un rendez-vous qui était déjà pris mais qui tombe dans un contexte politique. Quelle est votre position sur ça? Vous voyez, moi dans ces contextes, je préfère prendre la distance et de la hauteur. Parce qu'il y a des situations, si vous vous prononcez, on vous dira que vous êtes pour ou contre quelqu'un. Or moi, mon combat, c'est amener les femmes au pouvoir, comme je vous ai dit. Donc les problèmes des hommes, on les laisse avec les hommes. Donc ils n'ont qu'à s'entretuer. Une fois, ma fausse homonyme, Fatou Sow, disait qu'on lui disait, bon, les femmes se battent entre elles,
Elle est allée voir son mari Pathé Diagne pour lui dire, Pathé, mais est-ce que les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Et Pathé lui dit, les hommes se tuent entre eux. Alors nous, on continue à nous battre entre nous, à nous mettre des pots de banane, mais les hommes, ils s'entretuent entre eux. Bon, ça c'est pour... Mais je veux dire qu'il va falloir qu'on revienne quand même à des principes dans ce pays, qu'on ait des justices, une justice indépendante qui travaille pour la justice, que la politique fasse son travail, quelle que soit l'utilisation qu'on fera de la justice, ça finira toujours par vous retomber dessus, parce qu'on n'est pas au pouvoir éternellement. Et on finira par les quitter. Donc, retournons à un esprit, si c'est la République que nous voulons, une République démocratique, essayons de bâtir des institutions fortes, totalement indépendantes comment on dit, la justice indépendante du pouvoir exécutif. Du pouvoir exécutif. Oui. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que, aussi loin que remonte dans l'histoire, le Sénégal fonctionne de cette manière. C'est-à-dire, l'utilisation de la justice contre l'adversaire politique, ça s'est fait. C'est la raison pour laquelle, si les Sénégalais veulent bâtir un pays complètement débarrassé de tout cela, il faut mettre les femmes dans ces positions-là, qui seront capables. Parce que les femmes, elles ne sont pas dans le... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit sur Soham El Wardini, elle est molle, elle est ceci, etc. Il faut une autre forme de gouvernance. Pourquoi la politique devrait être simplement des arènes de ring? Pourquoi les gens ne peuvent pas être une politique civilisée? C'est possible. Donc, je crois que cet espace-là, ça ne doit pas être que des espaces de coups, ça doit être des espaces d'idées. Et les femmes sont capables de l'apporter. Donc, moi, je pense qu'il faut renouveler ce personnel politique, mais il faut renouveler les catégories aussi. Et nous avons intérêt à... Vous allez dire que c'est encore des partis pris, et je ne le cache pas. Je pense que fondamentalement et très sincèrement, pour changer ce pays-là, il faut renouveler toute cette classe politique, parce qu'ils sont tous pareils, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Comme je vous ai dit, la seule ambition, c'est le contrôle des ressources sur ce pays et rien d'autre. C'est ce que je tire en dernière analyse. Et ne pas confondre mollesse et douceur. Absolument. Mais je pense qu'il faut l'esprit guerrier. Pourquoi devons-nous passer notre temps à nous entretuer? Ce n'est pas possible. Alors, dernière chose, Fatou Sarr, éducation, on avait commencé par lui, on va terminer par lui. Bougar Sarr et son roman Prix Goncourt, La plus secrète mémoire des hommes. Est-ce que ce livre doit être enseigné dans nos universités, dans nos lycées, autrement quel programme pour nos écoles? Moi, je ne sais pas encore, parce qu'il y a quand même deux choses. Un livre n'est pas neutre. Il peut être porteur d'une philosophie, il faut l'examiner et l'évaluer. Un livre pour la France, c'est la technique, parce qu'il paraît, je ne l'ai pas lu, qu'il maîtrise la technique de l'écriture. Ça dépend pourquoi. Donc, et là, il va falloir prendre les spécialistes en littérature. C'est eux qui pourront se prononcer pour voir est-ce que ça mérite d'être dans leur programme ou pas. Est-ce qu'on a des programmes adaptés? Programme de quoi? Les livres qui sont au programme, est-ce qu'ils sont adaptés vraiment à notre vision de l'école, à ce que notre école devrait être? Parce que le livre est le premier instrument d'ancrage idéologique. Or, les livres que nous utilisons aujourd'hui, pour moi, je suis convaincue que les travaux de Boubacar Boris doivent être figurés dans nos enseignements. Donc, nous avons à produire. C'est pourquoi il faut encourager la production d'une littérature de contenu qui nous permette un ancrage culturel dans notre histoire et dans nos traditions. Et le livre est important, le livre est fondamental. Maintenant, le contenu de l'ouvrage, c'est la responsabilité des experts dans le domaine de l'éducation qui devraient effectivement décider de quel ouvrage devrait figurer dans nos éducations. Moi, j'ai fait une bande dessinée depuis 2008 et 2010 pour enseigner l'histoire du Waalo Talatay Ndate Yalla, mais c'est toujours des bailleurs qui m'offrent la possibilité de les distribuer gratuitement dans les écoles. Je le fais tous les 2 ans et je remercie tous les partenaires, mais on a du mal à ce que le ministère de l'Éducation nationale accepte que nos productions à nous et qui sont utiles pour l'éducation de nos enfants, et c'est pourquoi je remercie aussi Télé-École avec M. Blou qui a décidé de le distribuer au niveau de toutes les écoles de Dakar. En tout cas, chacun fait son travail à la mesure de ses moyens, mais on a une éducation, un enseignement extraverti, effectivement.
Merci Fatou Sow Sarr. Honneur aux femmes, honneur à Mbougar Sarr aussi, on ne le dira jamais assez. Le jury du dimanche, c'était avec la présidente du caucus des femmes leaders du Sénégal, Fatou Sow Sarr, sociologue et directrice du laboratoire de l'Institut du genre et de la famille. Voilà. Merci Fatou Sow Sarr d'être venue à ce jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, au texte Djeba, à la photo Abdoulaye Silla, réseaux sociaux Biram Pouy et Fatima Taba. Réalisation technique de cette émission, Babacar Ndiaye pour les images, prise de son Iba Marsen, Mahmoud Ibrakan à la présentation. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.